Antilles françaises ou Haïti, naturellement des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque, ils l'avaient alors été de la manière suivante. À droite et à gauche, en bas, les cellules des hommes. Au devant, vous avez l'exemple typique de cellules pour hommes. 2,60 m sur 2,60 m pour 15 à 20 hommes. Ils étaient alors assis par terre, c'était tout autour du mur. Adossés au mur, les chevilles enchaînées. Et ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. C'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Toilettes qui, pour les hommes, se situaient alors à l'extérieur et c'était souvent sur le quai. Dans le prolongement, à l'angle à gauche, la cellule des enfants. C'est sans doute chez les enfants où, à l'époque, le taux de mortalité avait alors été le plus élevé. Une petite cellule prolongée par un couloir qui conduit jusqu'au fond. Les enfants, à l'époque, y avaient couché à même le sol. Torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Ensuite, les jeunes filles. On les avait alors choisies pour la qualité des seins. Les seins, à l'époque, avaient alors symbolisé la virginité. Selon la coutume africaine, une jeune fille vierge ne pouvait être que celle dont les seins étaient parfaitement bien fermes. Si bien que toutes celles dont les seins n'avaient pas été suffisamment fermes avaient été considérées comme ayant perdu leur virginité. Alors elles avaient été mises du côté des femmes. Mais la vente, tout simplement, avait fini par revêtir la forme d'un troc. Or, du point du troc, un enfant n'avait été échangé que contre un petit miroir. Mais un homme de plus de 60 kilos, et 60 kilos, c'était le poids minimum exigé pour les hommes. Un homme de plus de 60 kilos avait donc été échangé au même prix, ou à égale valeur, qu'une jeune fille considérée comme vierge, l'équivalent d'un baril de rhum d'eau de vie. La femme, elle, avait été vendue 4 fois moins cher. Tout de suite après, ce sera la cellule des inaptes temporaires, celle des hommes de moins de 60 kilos. Ceux qui arrivaient ici à l'époque avec un peu moins de 160 kilos avaient donc été mis dans la cellule pour l'inapte temporaire, à l'effet d'y être engraissés comme du bétail. On les engraissait alors à l'aide de fèves de marée, une espèce de haricot ici au Sénégal. Nous l'appelons le niébé, souvent additionnel de l'huile de passe. Mais au bout de 3 mois, voire 3 mois et demi, le temps que les esclaves mettaient ici à attendre l'arrivée des bateaux, si, malgré tout, l'esclave n'avait pas augmenté de poids au point d'atteindre les 60 kilos, alors il ne partait plus pour les Amériques. Et cela ne faisait pas de lui un homme libre. Pour autant, il demeurait alors toujours un esclave et était vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique. Eh bien, en dessous des escaliers étaient les récalcitrants. C'étaient ceux qui se rebellaient ou qui refusaient d'obéir. Pour les punir, on les avait à l'époque enfermés dans la cellule, en dessous des escaliers. Les gardiens n'avaient pas eu à se préoccuper outre mesure de savoir le nombre d'esclaves qui alors pouvaient se contenir dans une cellule comme celle-là. Leur seule préoccupation avait été de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Car à l'époque, les esclaves n'avaient pas été considérés comme des êtres humains, mais plutôt comme une simple marchandise. Et à droite, c'était la même chose. Également, une cellule des récalcitrants. Mais la différence, ce sont les 2 fenêtres, situées de part et d'autre, qui datent de 1848. Année de référence de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. À noter que la date exacte avait été le 27 avril 1848. C'est précisément à cette date-là qu'avait été alors signé le décret d'application par Victor Schœlcher. Et en entrant à la maison des esclaves, tout le monde a vu la porte du milieu, celle-là même qui donne sur la mer. Elle est dite porte du voyage sans retour. La raison est que les esclaves, lorsqu'ils partaient, c'est bien par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Chaque fois que l'un d'eux avait alors franchi la porte vers la mer, pour l'esclave, c'était adieu d'Afrique. Passé la porte, l'esclave devait alors monter sur un pont construit à l'aide du bois de rognier. C'est précisément
le bois de palmier que vous verrez soutenant le plafond. Le pont avait alors permis aux esclaves de passer tout bonnement de la maison à bord de petites barques qui, du fait même des rochers, venaient alors les chercher pour les amener vers les bateaux alors amarrés beaucoup plus loin. Mais en allant vers la sortie, eh bien vous verrez qu'il y a 2 couloirs à droite et à gauche. La salle d'attente pour les esclaves en instance de départ. Le dernier couloir de droite et de gauche avait été celui des gardiens, à l'époque choisi parmi les esclaves, mais dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. Les esclaves à l'époque partaient enchaînés à partir des chevilles, et 2 à 2. Même qu'ils avaient eu, accroché au milieu de la chaîne, une boule en fer de 10 kg 300. Si bien que chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader en se jetant à la mer, alors il avait coulé immédiatement, entraîné par le poids de la boule et était mort noyé. Et du fait même,